En 2025, 300 milliards de dollars de tarifs ont percuté de plein fouet l'économie mondiale comme un coup de frein brutal imposé aux échanges. En face, à peine 100 milliards d'exportations africaines projetées dessinent pourtant une hypothèse dérangeante, et si la marge se déplaçait vers le continent que l'on disait périphérique. Dans ce déséquilibre chiffré, le basculement questionne directement celles et ceux qui observent l'ascension d'Ibrahim Traoré. Comment transformer une crise provoquée ailleurs en levier de souveraineté locale durable? La rupture décisive commence précisément ici. Ce récit promet d'éclairer un moment rare, l'instant où une crise commerciale, née loin du continent, devient un vecteur de reconfiguration industrielle pour des États longtemps enfermés dans des marges étroites. La promesse centrale est simple, offrir une lecture précise, ancrée dans les données disponibles, sur la manière dont des chaînes de valeur fragilisées peuvent être recomposées lorsqu'un territoire saisit une fenêtre stratégique. Comprendre ces mécanismes permet d'identifier un bénéfice concret, savoir comment une économie réputée vulnérable peut consolider son autonomie en moins de 5 ans, grâce à des leviers déjà visibles dans les ports, les ateliers rallumés et les co-entreprises publiques. Les enjeux sont considérables. Ils touchent autant la stabilité des revenus nationaux que la redistribution du pouvoir contractuel face aux partenaires extérieurs. Ils concernent aussi la capacité des États du Sahel à transformer un vide laissé par les grandes puissances en architecture durable, fondée sur la méthode plutôt que sur le hasard. Une question traverse discrètement cette phase. Que révèle la montée d'un corridor africain lorsque les flux mondiaux se déplacent sous la contrainte ? Les premiers signes du basculement sont apparus plus vite qu'anticipé. En moins de 30 jours, des chaînes d'approvisionnement consolidées depuis 3 décennies se sont fissurées, créant un vide que personne n'avait prévu. Cette accélération brutale a révélé un fait rarement formulé. Lorsqu'un choc se propage assez rapidement, il ne fragilise pas seulement les géants, il ouvre aussi des interstices où des stratégies émergentes peuvent prendre forme. Dans cette zone inattendue, l'Afrique s'est retrouvée non plus comme spectatrice, mais comme espace disponible pour une recomposition forcée des flux industriels. L'onde de rupture est née de la décision américaine de maintenir plus de 300 milliards de dollars de droits de douane sur les importations chinoises, entraînant un effet domino. Raréfaction des composants asiatiques, flambée des assurances maritimes, reroutage des navires quittant Shanghai vers Abidjan ou Tema. Les entrepôts frigorifiques, les zones franches et les ateliers rallumés du Sahel sont devenus les points de passage d'une logistique qui cherchait désormais proximité, stabilité et négociation rapide. C'est dans ce mouvement que s'inscrit la trajectoire d'Ibrahim Traoré, dont la lecture des événements privilégiait la méthode plutôt que l'emphase. Pour lui, si les chaînes mondiales pouvaient se désagréger en quelques semaines, elles pouvaient tout autant être reconstruites sous un contrôle différent, à condition que les États maîtrisent davantage leurs contrats, leurs marges et leurs infrastructures. Cette logique, simple mais exigeante, s'est progressivement imposée comme fil conducteur. Coordination sous la charte AES, réouverture ciblée d'usines, renforcement de la valeur ajoutée locale et montée en compétences accélérée. Le contexte plus large montre qu'il ne s'agit ni d'un miracle ni d'une flambée conjoncturelle. C'est une recomposition poussée par 3 tendances convergentes: dépendance occidentale aux composants asiatiques, hausse des risques logistiques et demande mondiale d'approvisionnement diversifié. Chacune de ces tendances a créé un espace où la réaction pouvait devenir construction. Au cœur de cette recomposition silencieuse, un fil humain s'est affirmé, celui d'ateliers rouverts, de techniciens formés localement et de chaînes de production qui retrouvaient un rythme oublié. Les premiers signes n'avaient rien de spectaculaire. Pourtant, ils dessinaient les contours d'une cohérence nouvelle, perceptible dans les lieux que l'économie mondiale n'observait plus. À Bobo-Dioulasso, par exemple, une filature longtemps abandonnée a repris vie, réunissant ouvriers, comptables et artisans autour d'un même objectif: produire avec contrôle plutôt que simplement exécuter. Les salaires réguliers ont redonné une cadence au quartier, tandis que les machines rallumées ont restauré un horizon de stabilité. Plus au sud, sur la côte ghanéenne, un ancien entrepôt frigorifique a été reconverti en hub logistique. Pour les équipes locales, la nouveauté ne résidait pas dans le volume des flux, mais dans l'autonomie. Calibrée, conditionnée, optimisée,
sans dépendre d'intermédiaires lointains. Cette montée en compétences, discrète mais décisive, annonçait un changement d'échelle où la valeur ajoutée cessait de s'évaporer hors du continent. Dans ces cas concrets, la présence d'Ibrahim Traoré s'exprimait moins dans les discours que dans la méthode, une exigence de transparence contractuelle, une préférence pour les coentreprises publiques majoritaires et une volonté affichée de verrouiller la formation locale. Son rôle fonctionnait comme un guide discret, ancré dans une lecture simple. Une souveraineté durable ne naît pas d'une annonce mais d'un processus. Ainsi, ces premiers impacts esquissent la réponse à une question centrale. Comment un continent longtemps périphérique peut-il transformer une fenêtre fragile en trajectoire structurée ? Par l'ancrage méthodique, visible dans chaque atelier rallumé. Le déclencheur fut presque anodin, une annonce tarifaire parmi tant d'autres, noyée dans le flot quotidien des mesures commerciales. Pourtant, lorsque Washington décida de maintenir et d'étendre les droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars d'importations chinoises, la mécanique habituelle se dérégla en quelques jours. Pékin répliqua aussitôt, restreignant l'accès au lithium, aux terres rares et aux semi-conducteurs. Les routes maritimes, jusque-là stables, se tendirent comme des câbles surchargés. Puis elles cédèrent. Les assurances bondirent de 22%. Les conteneurs s'accumulèrent à Singapour et à Shenzhen. Et les délais logistiques devinrent incalculables. C'était le quiche-roite, le moment où une tension lointaine créait un vide mondial. Ce vide s'étendit rapidement aux entreprises occidentales, incapables d'obtenir des composants fondamentaux. Privées de prévisibilité, elles cherchèrent des alternatives proches, stables et modulables. Ce besoin pressant redessina brutalement les cartes. Les ports africains devinrent des points d'ancrage possibles. Les hubs régionaux retrouvèrent une utilité oubliée et les zones franches du Sahel commencèrent à être réévaluées par les investisseurs. C'est dans cet intervalle que les premières décisions structurantes furent prises. Ouagadougou convoqua les ministres du Sahel et le projet de coordination industrielle devint une proposition concrète. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, fut esquissé, discuté, puis signé. Le moteur continental venait d'être amorcé. Le chaos Trao survint plus tôt que prévu. Dès les premières semaines, des sociétés américaines transférèrent leurs opérations de filature du Vietnam vers le Burkina Faso. Des groupes européens louèrent des terres pour raffiner et produire sur place. Au Niger, des pompes solaires destinées à l'exportation furent installées, tandis que le Ghana déployait un système de douane numérique. Ces gestes n'étaient pas spectaculaires. Ils formaient pourtant une montée en puissance rapide. En un an, les exportations non pétrolières africaines passèrent de 72 à 95 milliards de dollars, les ports d'Abidjan et de Tema tournèrent sans pause, et les marges nationales dépassèrent les 40%. Les analystes parlèrent de miracle, mais Ibrahim Traoré rejeta ce mot, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une correction attendue, rendue possible par des règles strictes. Participation nationale minimale de 51%, audit public trimestriel et transparence fiscale imposée. Puis vint la Dushan, plus discrète mais plus profonde. Rien ne se manifesta par de grands discours, tout se traduisit dans les gestes. Les usines rallumées devinrent des repères de continuité. Les villes longtemps plongées dans l'irrégularité retrouvèrent une cadence. Les formations locales transformèrent les ouvriers en techniciens capables d'assurer maintien, planification et contrôle. Les rues de Ouagadougou témoignaient de ce basculement silencieux. On ne parlait plus d'aide, mais d'exportation, plus de survie, mais de contrat. Dans les zones franches de Bobo-Dioulasso, la production se stabilisait selon un rythme nouveau. Au Ghana, la logistique s'ajustait autour d'un corridor africain que peu avaient anticipé. Et partout, une cohérence industrielle semblait émerger. Dans cette séquence, le rôle d'Ibrahim Traoré agissait comme un point fixe. Ni figure héroïsée, ni technocrate distant, il incarnait une méthode fondée sur la rigueur et l'exécution. La trajectoire ne dépendait pas de la rhétorique, mais d'un enchaînement précis. Quiche-roite, Cao Trao, Dushan, une logique où chaque étape consolidait la précédente. La dynamique économique apparue dans la phase précédente peut être lue à travers un triptyque de données qui révèle la profondeur de la recomposition, un delta d'exportation, un volume d'investissement interne et une capacité énergétique nouvelle. Ces trois blocs ne sont pas isolés.
Ils forment une structure cohérente où chaque chiffre éclaire une transformation concrète plutôt qu'un simple sursaut conjoncturel. La première donnée est désormais centrale dans toutes les analyses. Une hausse des exportations non pétrolières de 72 à 94 milliards de dollars en un an. Ce delta n'exprime pas une explosion soudaine, mais une recomposition progressive. À mesure que les filatures rouvertes, les raffineries locales et les ateliers logistiques se stabilisaient, les marges internes cessaient de se dissiper vers l'extérieur. La progression illustre un mécanisme simple. Lorsqu'un pays transforme davantage sur son sol, chaque unité exportée mesure un gain de contrôle plutôt qu'un simple volume commercial. Les économistes soulignent que cette dynamique traduit un glissement structurel. La réaction à un choc est devenue construction d'un modèle. La deuxième donnée renvoie au cœur financier de cette mutation. 806 milliards de dollars d'investissement concentrés dans 3 secteurs, textile, or, infrastructure ferroviaire. Ce chiffre, souvent cité mais rarement décortiqué, représente un changement de direction plutôt qu'un afflux massif. Contrairement au cycle précédent où les profits quittaient le continent dès leur enregistrement comptable, la nouvelle mécanique repose sur une circulation interne. Énergie, transport, maintenance, services intermédiaires. Chaque dollar investi ne disparaît plus, il irrigue une chaîne complète. La logique est mesurable. Plus la densité locale augmente, plus les capacités de négociation se renforcent, ce qui crée à son tour de nouveaux investissements. C'est un cercle non pas vertueux par hasard, mais structuré par des règles contractuelles plus exigeantes. La troisième donnée est souvent perçue comme technique, pourtant elle détermine toute la chaîne industrielle. 210 MW ajoutés par des centrales hybrides au Niger et au Mali. Cette capacité énergétique nouvelle réduit en moyenne 15% des coûts logistiques sur les corridors concernés. Pour les analystes, cette baisse n'est pas anecdotique, elle conditionne la prévisibilité des cycles, la stabilité des exportations et la compétitivité des productions locales. Sans énergie fiable, aucune montée en gamme n'est possible. Avec elle, un pays peut planifier, stocker, affiner et expédier sans dépendre des fluctuations extérieures. La nouvelle architecture énergétique n'est donc pas une variable technique, mais la base silencieuse du pouvoir industriel émergent. En reliant ces 3 données, exportation, investissement, énergie, un schéma apparaît nettement. Il ne s'agit plus de dépendre des chaînes globales pour espérer un effet d'entraînement. Il s'agit de créer une marge de manœuvre autonome. Les chiffres montrent qu'un modèle fondé sur la coordination, la transparence contractuelle et la montée en compétences locales peut tenir dans le temps. Cette robustesse naît de la précision, un delta d'exportation mesurable, une densité financière circulaire, une énergie stabilisée. Ainsi, la réponse aux incertitudes du choc mondial ne se trouve pas dans les discours, mais dans les données capables de résister au temps. Les premières critiques adressées à la montée en puissance africaine reposaient sur 2 arguments principaux, formulés avec prudence mais solidité analytique. Le premier avançait que la dynamique observée ne serait qu'un cycle conjoncturel comparable aux décennies passées où des booms sectoriels, cuivre zambien, cacao ghanéen, hydrocarbures nigérians avaient fini par se dissoudre dans la dépendance aux marchés extérieurs. Selon cette lecture, la hausse des exportations non pétrolières ne reflèterait pas une transformation structurelle, mais l'effet temporaire d'une guerre commerciale qui tôt ou tard retrouverait un point d'équilibre. Dès lors, le continent ne serait pas un acteur stratégique, seulement le bénéficiaire momentané d'un vide géopolitique. Le second argument reposait sur un risque interne, celui d'une concentration excessive des chaînes de valeur autour de quelques États du Sahel. Les analystes craignaient que la structuration rapide du corridor ne crée une hiérarchie nouvelle où les pays les plus organisés absorberaient les bénéfices industriels au détriment des voisins, générant une asymétrie difficile à gérer. Selon eux, l'intégration accélérée pourrait reproduire des dépendances régionales, cette fois internes plutôt qu'internationales, affaiblissant la cohésion du modèle AES à long terme. Ces 2 thèses méritent d'être examinées à leur niveau le plus robuste, car elles posent des questions légitimes. La croissance observée est-elle durable? Et l'intégration actuelle est-elle suffisamment inclusive pour éviter de nouveaux déséquilibres? La réponse se trouve pourtant dans les données mêmes du corridor.
La diversification sectorielle réduit la probabilité d'un cycle volatile fondé sur un seul produit, les clauses contractuelles de 2025, audit public, participation nationale majoritaire, transfert de compétences, ancrent la progression dans des mécanismes non conjoncturels. Quant au risque d'asymétrie, la rotation institutionnelle semestrielle au sein de l'AES limite la captation excessive et redistribue le centre de gravité industriel. Ainsi, le Stillman révèle une chose. La montée africaine ne repose ni sur un boom accidentel, ni sur une centralisation opaque, mais sur une architecture conçue pour absorber les variations externes tout en consolidant les capacités internes. Un axe change silencieusement. Ce tournant ne s'est pas annoncé par des discours ou des proclamations. Il est apparu dans la manière dont les chaînes logistiques mondiales ont été réécrites au fil des mois. À mesure que les ports d'Abidjan et de Théma fluidifiaient leur flux, les entreprises occidentales intégrèrent une nouvelle variable dans leur modèle de risque. La stabilité africaine comme facteur de continuité et non plus comme anomalie. Ce glissement analytique, discret mais documenté, redéfinissait la place du continent dans le calcul industriel global. Les projections internationales furent révisées. Les analystes évoquèrent ce qu'ils appelèrent désormais le facteur corridor AES. Ce n'était pas une formule marketing, mais la reconnaissance qu'un alignement inédit, production locale accrue, coentreprise publique majoritaire, audit transparent, transformait les règles classiques de négociation. Certains voyaient mécontentes, voyaient encore des fragilités, d'autres distinguaient une base structurelle plus solide que prévu. Au centre de cette bascule, la méthode d'Ibrahim Traoré fonctionnait comme un test de cohérence. Maîtriser la vitesse de la montée en puissance sans reproduire les vulnérabilités anciennes. Une question, jamais formulée explicitement, sous-tendait chaque réunion ministérielle. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre sans perdre son équilibre ? Les conséquences du pivot africain ne se limitèrent pas au bilan macroéconomique. Elles s'étendirent simultanément sur 4 cercles d'impact, révélant comment une recomposition industrielle peut modifier durablement les rapports entre État, entreprises, citoyens et puissances extérieures. Chacun de ces cercles illustre une transformation concrète, mesurable, qui dépasse largement la réaction à un choc commercial et ancre une cohérence nouvelle dans le corridor AES. 1. Les nations, NN. Les États du Sahel, historiquement dépendants des importations, devinrent progressivement exportateurs nets de produits transformés. Le Burkina Faso vit ses exportations annuelles passer de 8,6 à 12 milliards de dollars entre 2025 et 2026, améliorant les équilibres budgétaires et réduisant la dette publique. Ce mouvement ne traduisait pas seulement une embellie comptable, il modifiait la posture institutionnelle face aux partenaires extérieurs. Les gouvernements négociaient désormais depuis des marges gagnées et non plus sous contrainte. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré qualifia cette dynamique de souveraineté comptable, soulignant que la dignité économique s'évalue dans les chiffres plutôt que dans les promesses d'aide. 2. Les entreprises, DN. Les compagnies locales, longtemps considérées comme fragiles, devinrent des pivots de production. Une chambre de commerce américaine estima que le continent pourrait remplacer jusqu'à 15% de la production asiatique à bas coût d'ici 5 ans. Face à cette réorientation, les multinationales ajustèrent leur modèle et intégrèrent l'Afrique comme un pôle de fiabilité émergent. Le Ghana, le Niger et le Mali mirent en place des incitations, formation obligatoire, audit régulier, salaire minimum garanti, réduisant les fuites de capitaux et renforçant la capacité de rétention des compétences. 3. Les citoyens ND. Dans les villes industrielles du corridor, le changement était palpable. À Bobo-Dioulasso, plus de 9000 travailleurs rejoignirent les parcs textiles alimentés par énergie solaire. Les familles discutaient désormais d'exportation plutôt que de survie. Les étudiants se réorientaient vers la logistique, l'ingénierie ou la comptabilité d'exportation. Le discours d'Ibrahim Traoré trouvait un écho concret. Nos enfants ne mémoriseront plus des slogans d'aide, ils traceront des itinéraires de navires. L'espoir, autrefois abstrait, devenait une projection chiffrée. 4. Le continent, KV.
Sur la scène internationale, les grandes puissances réévaluèrent leur stratégie. Les États-Unis adoptèrent une loi d'accès manufacturier africain, tandis que la Chine convertissait certains prêts en participation industrielle. Pour la première fois depuis la guerre froide, la rivalité sino-américaine produisait un gagnant tiers, l'Afrique. Les chancelleries occidentales comprirent que la stabilité du Sahel n'était plus une variable secondaire, mais un paramètre de continuité des chaînes globales. L'action d'Ibrahim Traoré devint alors un symbole, ferme sans fermeture, ouverte sans dépendance. Ainsi, les impacts du pivot africain ne décrivaient pas qu'un moment, ils esquissaient une possible architecture économique durable. Les trajectoires possibles du corridor africain pour les 12 prochains mois se structurent autour de 3 scénarios distincts. Aucun ne prétend prévoir l'avenir avec certitude, ils permettent plutôt de cartographier les marges de manœuvre disponibles pour un modèle encore en consolidation. Dans chaque cas, les tendances observées, flux logistiques fluidifiés, production locale renforcée, coordination institutionnelle, servent de repère pour imaginer l'évolution du corridor AES dans un environnement mondial toujours instable. Si les tendances actuelles se prolongent sans accélération ni rupture, les exportations africaines pourraient dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2027. Les corridors logistiques resteraient opérationnels, les coentreprises publiques consolideraient progressivement leurs marges locales et les coûts énergétiques, bien que soumis à la pression géopolitique, demeureraient maîtrisés. Ce scénario correspond à une progression mesurée, une montée en puissance fondée sur l'ordre, la transparence et la consolidation. Il traduit une maturité qui consiste à stabiliser avant d'étendre. Si 2 ou 3 États supplémentaires rejoignent l'Alliance et que la rotation institutionnelle semestrielle se maintient, la production régionale pourrait atteindre 130 milliards de dollars. Les chaînes africaines intégreraient davantage de technologies locales, pompes solaires, logiciels douaniers, textiles connectés, réduisant la dépendance aux fournisseurs extérieurs. Les compétences seraient davantage retenues sur le continent, en particulier parmi les jeunes diplômés. Le Sahel deviendrait alors un centre structurant dans la nouvelle équation industrielle mondiale. Un ralentissement de la demande mondiale ou une réconciliation rapide entre Washington et Pékin provoquerait une baisse des prix et des volumes exportés. Les États les plus dépendants du corridor AES subiraient pression budgétaire, licenciements et tensions sociales. Les investisseurs les plus volatiles pourraient se retirer, ramenant certaines chaînes de valeur à des cycles d'instabilité déjà connus. Dans une telle configuration, le maintien du modèle dépendrait de la capacité à protéger les infrastructures critiques et à préserver la formation technique. À travers ces 3 trajectoires, une recommandation s'impose comme fil conducteur. Penser en marge de manœuvre plutôt qu'en certitude. La stabilité du corridor dépendra moins d'une tendance que de la constance avec laquelle les États défendront les équilibres patiemment construits depuis 2025. La transition engagée dans le Sahel ne se lie pas uniquement dans les bilans ou les projections macroéconomiques. Elle traverse la vie quotidienne de celles et ceux qui participent, directement ou non, à cette recomposition. À ce stade du récit, et la question devient individuelle. Comment chaque groupe peut-il comprendre, prolonger ou ajuster le mouvement qui s'impose progressivement comme un laboratoire économique du XXIe siècle? Dans les usines textiles de Bobo-Dioulasso, dans les ateliers d'Accra ou dans les services logistiques du corridor, chaque décision opérationnelle, recyclée, certifiée, optimisée, contribue à renforcer un modèle fondé sur la valeur ajoutée locale. Pour celles et ceux qui gèrent une chaîne de production, une piste simple s'impose. Identifier combien de contrats permettent de retenir la transformation sur place plutôt que de la déléguer. Même un ajustement modeste peut consolider la cohérence générale du corridor AES. Ceux qui circulent d'entre plusieurs horizons culturels et technologiques deviennent des traducteurs indispensables. Les écoles du Sahel ouvrent désormais des formations en logistique, énergie solaire, maintenance industrielle et comptabilité d'exportation. Une contribution possible consiste à relier compétences numériques et besoins opérationnels du corridor. Une interface, un protocole, une idée de traçabilité peut peser davantage qu'un retour physique. Le pivot africain n'est pas une revendication contre le nord global, mais une recherche d'équilibre contractuel.
Le rôle extérieur le plus utile consiste à soutenir les mécanismes transparents, audit, coentreprise publique majoritaire, transfert de compétences, sans les diluer. La stabilité s'enracine là où les règles sont partagées. Dans la logique du corridor AES, la question n'est plus seulement de comprendre la transformation, mais de la prolonger à travers une méthode claire, mesurable et partagée. La consolidation ne dépend ni d'un élan spontané, ni d'un cycle favorable. Elle repose sur une série d'étapes précises, déjà esquissées dans les réunions techniques et reprises à plusieurs reprises par Ibrahim Traoré. Leur objectif commun est simple, transformer une dynamique en structure et une structure en stabilité durable. Chaque État doit publier un inventaire complet des routes, ports, capacités énergétiques et zones industrielles. La mesure repose sur un rapport annuel permettant d'éviter les doublons et de révéler les goulots d'étranglement. La stabilité industrielle dépend de la compétence. Des centres de formation communs doivent certifier des techniciens en logistique, énergie solaire et maintenance. L'indicateur est le nombre d'embauches dans les 12 mois suivant la certification. Chaque contrat doit inclure une clause de réaffectation directe aux infrastructures ou à la formation. Les audits trimestriels, publics et comparables en mesurent l'exécution. Déployer des micro-réseaux hybrides afin de réduire de 20% les coûts logistiques. Les indicateurs capacité installée, taux de dépendance énergétique et coûts d'exportation actualisés. Emploi, salaire, scolarisation technique et mobilité professionnelle doivent être suivis aussi rigoureusement que les flux commerciaux. Comme le répète Ibrahim Traoré, compter, c'est posséder. Cette feuille de route ancre la souveraineté dans l'exécution, non dans l'intention. Une méthode qui transforme la continuité en sécurité économique. Dans la même pièce nue où tout avait commencé, autour de la table en bois qui servait autrefois de support aux premières cartes du corridor, la transformation paraît désormais presque palpable. Les ingénieurs, les comptables et les techniciens observent les chiffres défiler comme s'ils voyaient une silhouette longtemps brouillée devenir enfin lisible. Les ports s'illuminent, les filatures tournent et les entrepôts vibrent d'un rythme régulier que l'on n'osait plus imaginer il y a quelques années. Au centre de cette continuité, Ibrahim Traoré ne cherche ni éclat ni posture. Il incarne une cohérence patiente, forgée dans les décisions prises loin des caméras. La Renaissance n'a rien d'un surgissement spectaculaire. Elle avance au rythme des machines rallumées, des contrats réécrits et des marges retrouvées. Ce qui frappe désormais, c'est la stabilité qui se déploie, silencieuse, méthodique, presque organique. Et quand la lumière du soir traverse la pièce où tout avait été esquissé, une évidence s'impose. Ce qui n'était qu'une possibilité est devenu une méthode. Une méthode qui tient parce qu'elle appartient à ceux qui la font vivre. Ce récit ne s'arrête pas au port qui s'illumine, ni au bilan qui s'améliore. Il se prolonge dans la manière dont chacun choisit de lire, discuter ou contester cette transformation qui redéfinit les rapports économiques du Sahel avec le reste du monde. Le corridor AES n'est pas un slogan. C'est une méthode, un cadre et une invitation. Une invitation à examiner ce que produit réellement une souveraineté construite par la cohérence plutôt que par la force. Si cette dynamique ouvre des pistes, suscite des doutes ou fait naître des idées, c'est dans la conversation qu'elle peut mûrir. Discuter, partager, affiner. Ce sont ces gestes qui permettent à un modèle de prendre racine bien au-delà des bilans comptables. La prospérité n'est jamais un résultat immédiat, elle se construit dans la qualité du débat qu'elle provoque. Alors, si cette vision résonne ou interroge, laissez-la circuler. Le changement ne commence que rarement dans le silence.